Oui, la première question, je dirais que l'on pourrait se poser, c'est quelle est notre intention finalement dans une thématique comme ça, quand on sait, bien évidemment, le chiffre est connu de tous, mais que c'est la deuxième cause de mortalité évitable, mais que l'intention ici, c'est effectivement, d'ailleurs, à travers cette photo, enfin, cette représentation, on voit qu'il y a la question tout de suite de la maternité, de l'enfant, et que par exemple, pour une femme, entre le désir de grossesse et la fin de l'allaitement, grosso modo, il y a environ 2 ans. 2 ans où la femme peut ne pas pouvoir s'arrêter de consommer de l'alcool, et 1% des enfants vont être concernés par le syndrome d'alcoolisation fœtale, avec des dégâts qui risquent de le suivre toute sa vie en plus. Donc on voit déjà que, peut-être c'est pour préfigurer un peu ce que Boris dira sur les 1000 premiers jours, mais pas que. Je pense que la première question, moi, qui m'est venue, c'est la question de la non-demande, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais particulièrement chez les femmes. Il faut accepter cette non-demande, non pas comme... vous savez, moi, je me rappelle à une époque où je commençais l'alcoolologie, on me disait oh, tant que les gens ne demandent rien, pas la peine d'engager un processus thérapeutique. Mon œil. Parce que même quand ils viennent, le fait même de venir, même si c'est une injonction judiciaire, bien sûr qu'il y a une demande derrière. Et même la transpiration du visage, au fond, exprime une demande et une souffrance. Donc je crois que c'est très important. Quand on est piégé par l'alcool, c'est très difficile de faire une demande et c'est quasi impossible pour une femme. On y reviendra tout à l'heure pour examiner un peu les raisons, en particulier, bien sûr, cette honte. Et puis, il faut apprendre à regarder, c'est-à-dire à considérer l'autre, effectivement, non pas dans une position de sachant, pas dans une position de verticalité, mais dans une position, finalement, de presque rogerienne, hein, d'accueil inconditionnel, d'empathie, etc. Parce que, après tout... qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce qu'on en sait de son histoire? Et que je pense que cet accueil-là, il est fondamental. Et un point que je donne comme ça en préliminaire tout de suite, c'est l'idée que je crois qu'un suivi sans cure est préférable à une cure sans suivi. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'accompagnement. C'est cette relation d'accompagnement qui est tout à fait fondamentale. Alors André m'a dit, tu appuies sur le bouton là. D'accord. Et vous voyez que déjà, c'était histoire de situer la mémoire des choses. En 2017, le Collège régional des alcoologues aquitains, où était Benoît Flory, où était Philippe Castéra, où était Martine, eh bien, on avait déjà fomenté, si j'ose dire, une journée autour de l'alcool au féminin. Et en particulier, j'avais fait venir un grand ami lacanien. Je ne suis pas lacanien, mais il dit des choses fort intéressantes. C'est Gérard Haddad qui avait développé une théorisation autour de l'alcoolisme au féminin. Donc, vous voyez, c'était déjà une thématique présente. Et puis, quand on parle d'alcool au féminin, vous savez, on pense toujours, parce qu'elle en a parlé librement, et quand même c'est un personnage tout à fait connu, qui est Marguerite Duras. Et dans La vie matérielle, elle écrit, page 232, c'est faux, hein, c'est juste pour vous impressionner comme ça, mais elle écrit « Il n'a jamais pu se faire que je n'ai éprouvé ce vide un jour d'adolescence ». Vous entendez ça? Et elle dit à un moment, elle rencontre l'alcool, et l'alcool sert à faire tenir quelque chose. Et écoutez cette petite vidéo que j'ai retrouvée dans les archives de l'INA. Ah, vous n'êtes pas une malade facile. C'est émouvant cette interview de Bernard Pivot, parce que déjà il y a plein de préjugés ou d'idées préconçues qui règnent chez Bernard Pivot d'ailleurs. Il a fait appel à la volonté, il parle, comme nous on ne le dit plus, de désintoxication, de cure de désintoxication. Et elle, on voit qu'il y a une forme, peut-être encore de honte, mais un peu de pudeur. Elle dit de ça, je ne peux pas en parler, hein, de ce qui s'est passé. Et puis on voit la relation à la mère sur laquelle on reviendra également. Ce qui est fou, vraiment fou d'ailleurs, dans la passion alcool, c'est qu'elle dit que Marguerite Duras, ce qui fait qu'on ne se suicide pas, parce qu'au fond, c'est une forme de suicide lent, mais ce qui fait qu'on ne se suicide pas, c'est qu'une fois mort, on ne boira plus. Si ce n'est pas une passion folle. Ouais. Donc, ça pose aussi toute la question de comprendre le contexte et les motivations. C'est vrai, quand j'ai commencé l'alcoolologie, il y a quand même plus de 30 ans à Saint-André, on était quand même encore dans une dynamique de pourquoi on boit, quoi.
Je ne dis pas que la question n'a aucun sens. Je comprends les motivations profondes. C'est peut-être effectivement intéressant de savoir comment s'en sortir. Ce n'est pas inintéressant de savoir comment on y entre. En même temps, dans ces motivations, il ne faut pas être obsédé non plus par ce pourquoi, comme un pourquoi causal. Ah, c'est à cause de ma mère, c'est à cause d'eux, c'est à cause de... Il y a probablement du vrai, mais il y a une telle singularité que c'est difficile de faire comme ça une théorisation générale. Et puis, là, un petit clin d'œil à Boris Cyrulnik, il faut abandonner la causalité linéaire. Il faut éviter aussi la pensée paresseuse, c'est-à-dire s'intéresser effectivement à ce qui a permis à la personne d'entrer effectivement progressivement dans ce circuit de la récompense et puis progressivement perdre le contrôle, etc. Tout ça, ça demande effectivement un certain temps et on est effectivement dans l'acte de la répétition. Donc je crois que c'est très important de comprendre à la fois peut-être un peu mieux pourquoi en particulier une femme va se mettre à boire dans un contexte, vous le savez, aujourd'hui, il faut rompre avec l'idée qui était que, de mon temps, j'avais un peu ça dans la tête, hein, d'ailleurs, je reconnais, hein, qui était au fond la femme, entre guillemets, alcoolique. J'aime pas le mot, vous le savez pour ceux qui me connaissent, parce que pour moi, c'est pas une identité d'être alcoolique. Hein. On est malade avec l'alcool, ou on est malade de l'alcool, dites-le comme on veut, mais c'est pas une identité, sinon c'est une identité qui nous enferme. Mais avant, on avait quand même l'idée, et j'avais cette idée-là, que plutôt les femmes alcooliques, c'était des femmes qui étaient, je dirais, plutôt en état de précarité, qui avaient été violentées, qui avaient été battues. Enfin, une espèce d'idée comme ça, un peu de quelque chose, de quelqu'un de peu instruit, pas informé, enfin, etc. On sait aujourd'hui que c'est faux. Que la plupart des femmes alcooliques qui sont suivies dans les centres d'alcoolologie sont plutôt hyper bien instruites, ont des postes de responsabilité, ont même souvent une surcharge mentale, comme on dit. Donc c'est pas du tout l'image qu'on en avait qui nous renverrait un peu à Zola, quoi. Donc c'est important de comprendre à la fois la dimension contextuelle et qu'on ne peut pas faire une clinique alcoolologique si on n'a pas une prise en compte, bien évidemment, systémique. Ça, c'est le premier point. Alors, ce qui est certain, c'est la très lente émergence de la reconnaissance d'un alcoolisme au féminin. L'alcool au féminin, mais tant sur la place publique que dans les revues, on n'en parlait pas. C'est facile de faire une bibliographie aujourd'hui sur l'alcoolisme et en fonction de telle ou telle donnée épidémiologique, telle ou telle porte d'entrée. Mais c'est depuis peu, finalement, qu'on s'intéresse vraiment, qu'on commence à publier et écrire autour de l'alcoolisme au féminin. Et c'est quand même un peu problématique parce que, effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est l'image d'une mauvaise mère, c'est l'image d'une mauvaise femme, souvent, je dirais, qui est plutôt dépravée, plutôt facile sexuellement, enfin, etc., etc., ou même l'image d'une grand-mère, enfin, etc. Donc, on a quand même quelque chose où l'opprobre social fonctionne à plein, si j'ose dire. Et ça, c'est pour ça qu'on peut véritablement parler d'un vrai silence, d'un vrai tabou autour de l'alcoolisme au féminin. Alors, si on prenait l'état des lieux, bon, c'est pas très compliqué, hein. Alors, vous voyez que sur la plaque de droite, là, en bas de la diapo, c'est la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France qui sont en tête, hein, encore. Hein. Donc, la Coréade a encore du travail. Hein, Monsieur Nguyen et toute l'équipe de la Coréade. Mais il y a du travail encore à faire en termes de prévention. Donc, on voit que le ratio homme-femme a tendance à se réduire. Et encore une fois, toutes les catégories sociales sont touchées. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, 36% en bas de la diapo, là, ici, des membres des alcooliques anonymes sont des femmes. Bon, je ne vais pas faire un topo épidémiologique. C'est un problème majeur, et c'est un problème majeur. Pourquoi c'est un problème majeur ? Parce que, je dirais, ça se diffuse de plus en plus, et que, d'autre part, il faut bien le reconnaître, il y a une vulnérabilité plus grande. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité plus grande ? Eh bien, c'est que, d'une part, on rentre plus facilement dans l'alcoolodépendance quand on est une femme qu'un homme, pour des raisons, je dirais, génétiques aussi. Oh, ce n'est pas le grand facteur, mais enfin, ça existe. Hein. Alors, on a tous des déterminants génétiques, mais on n'est pas génétiquement déterminé, ça c'est une notion importante, et que l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la génétique, va jouer un rôle, d'où les facteurs environnementaux.
Mais par exemple, l'alcool déshydrogénase qui permet, je dirais, la catalyse un peu de la molécule alcool lors du premier passage est moins actif chez la femme, par exemple. Après, vous avez le rôle majeur aussi de l'interaction entre les œstrogènes et l'alcool. Que d'autre part, le volume de distribution dans le corps d'une femme est plus bas que celui d'un homme, il est plus petit, parce qu'il y a effectivement plus de graisse, moins de muscles, etc. Bon, là aussi, ça mettrait un plus long développement. Que par exemple, les contraceptifs peuvent jouer un rôle, la ménopause va être un facteur, etc., etc. Donc, en fait, non seulement il y a une vulnérabilité plus grande pour être accroché, je dirais, à la molécule alcool sous la forme d'une alcoolodépendance, mais également, les complications sont plus précoces. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ce soit la cirrhose, les complications hépatiques, alcool, œstrogène et foie, c'est pas bon ménage. Facteur de cancérisation, c'est pas bon ménage. Et là, ça nous amène à une réflexion qu'avait d'ailleurs soulevé Amine Benyamina à Public Sénat il n'y a pas très longtemps sur Alcool et le femme, où il dit la première question qu'on devrait se poser, c'est la question de la dénormalisation de l'alcool. Ah oui, l'alcool, on va dire, c'est normal. Tout le monde boit de l'alcool sous une forme ou sous une autre, mais est-ce que c'est si normal que ça ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arracher les vignes? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait arracher les vignes, parce que sinon je vais me faire lyncher très vite. Mais non, je ne le crois pas non plus. Mais que, vous voyez, c'est s'intéresser à la fonction d'un produit. Mais que dès le premier verre d'alcool, eh bien, il y a un risque. Et tout ça, c'est des choses qui sont bien connues. Donc, peut-être qu'avant de questionner quelqu'un, il faut déjà informer. Puis c'est un peu le rôle aussi, d'ailleurs, des journées comme ça, mais c'est aussi le rôle de la Coréade et toutes les associations d'alcoolologie de favoriser justement cette information, parce qu'il y a peut-être des choses que le grand public ne connaît pas, puis même nous, parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas encore ou qu'on découvre. Et que, par exemple, l'âge est un facteur aggravant. J'ai de plus en plus de patientes, et c'était à l'occasion de cette présentation, j'ai regardé un peu dans ma patientèle, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de patientes femmes alcoolodépendantes qu'avant, et en particulier des personnes relativement âgées. Alors vous me direz, une personne âgée, ça ne veut rien dire, hein, on est tous d'un certain âge, et pourquoi faut-il rajouter le mot personne devant personne âgée, quoi? C'est comme personne handicapée, ça m'a toujours troublé ce truc-là, pourquoi on dit personne âgée? Enfin bon, de toute façon on a tous un âge, il y en a qui ont un âge certain, c'est vrai parmi nous, mais enfin c'est comme ça. Bon. L'âge est un facteur aggravant, pourquoi il est facteur aggravant? Parce que d'abord il va jouer aussi sur les troubles cognitifs, bien évidemment, et que quand on est âgé, ben, on a souvent plusieurs médicaments, et qu'alcool et interaction médicamenteuse, c'est fréquent, que c'est un facteur de déséquilibre, de chute, bon, et puis l'alcool déshydrate. Vous voyez, enfin, tous ces facteurs, en particulier en période de canicule, vont jouer comme des facteurs très aggravants. Et puis, on a une forme clinique un petit peu particulière, qui est l'alcoolorexie. Alors, c'est quoi l'alcoolorexie? Et ça, j'en ai eu aussi dans ma patientèle. C'est surtout des jeunes femmes, le plus souvent, bien sûr, qui ont bien compris que l'alcool, ça faisait grossir, que c'est des calories vides, et que pour justement pas prendre de poids, mais pour garder le contact avec la prime plaisir de l'alcool ou l'effet psychotrope de l'alcool, eh ben on va réduire sa consommation calorique jusqu'à des épreuves de jeûne véritables. Et donc on en arrive à des facteurs de carence nutritionnelle, on en arrive à des troubles où émergent véritablement des troubles des conduites alimentaires, comme l'installation d'une anorexie. On sait par exemple que les personnes qui sont boulimiques ont 15 fois plus de chances, on rencontre 15 fois plus souvent l'alcool en présence. Donc l'alcoolorexie, c'est vraiment un problème qui doit être pris en compte parce qu'il menace véritablement, je dirais, l'avenir et la vie de la jeune femme. Alors c'est vrai qu'une femme qui boit, ben, ça dérange, quoi. Ça dérange parce que, encore une fois, ça renvoie à cette notion de maternité, ça renvoie au danger pour l'enfant, ça renvoie à l'image d'une dépravation, ça range, bon, enfin, tous ces stéréotypes qui fonctionnent dans nos têtes et qui fait que la stigmatisation, on va y revenir sur ce mot-là, mais est beaucoup plus forte, effectivement, chez la femme que chez l'homme. D'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un, un homme qui boit, qui a bu, que ce soit après une troisième mi-temps, après un after-work, après une fête, etc., et que même il y a un comportement un peu bizarre,
bon, c'est plutôt rigolo, souvent, quoi. On s'amuse, on s'en amuse. Il n'y a pas de folklore du tout dans l'ivresse féminine, hein, pas du tout. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une espèce de gravité, de silence, et que souvent, encore une fois, il y a véritablement un rejet. Pourquoi il y a effectivement une telle stigmatisation qui permet de comprendre d'ailleurs en même temps, vous voyez le tableau de Degas, l'absinthe, il y a eu beaucoup de peintures, hein, il y a eu des peintures au cinéma, on a vu également tout ça, et que dans cette stigmatisation, ce qui est au centre, comme le disait très bien notre regretté et ami psychanalyste Michel Mongeau, c'est la honte. Et une honte fondamentale. D'ailleurs, elle ajoutait même, Michel Mongeau, on comprend mieux encore le sens, elle disait c'est une honte quasi excrémentielle. Vous voyez, on sent vraiment rien, quoi. Minable. Et la différence, alors bien sûr, il y a de la culpabilité aussi. Mais quelle est la différence entre la honte et la culpabilité ? La culpabilité, au sens, sans faire un cours sur l'inconscient freudien, mais enfin, c'est quand même le rapport avec le surmoi, c'est le rapport avec une instance intérieure qui fait émerger ce sentiment de culpabilité. Mais une culpabilité, moi, quand j'étais gamin, on disait « faute avouée à moitié pardonnée », quoi. La culpabilité, elle vous pousse à parler. Puis la culpabilité, elle amène toujours une réparation. Même pour des peuples entiers, puisque la réparation, elle est généralement matérielle et financière. On rachète ces culpabilités, ouais, d'une certaine manière. La culpabilité, elle a une fin. La honte, elle n'a pas de fin. La honte, elle coule les lèvres, elle interdit de parler. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, je ne sais pas s'il nous écoute, mais il écrit un merveilleux bouquin qui s'appelle « Mourir de dire la honte ». On préfère disparaître dans un trou de souris, on préfère mourir que de dire sa honte, quoi. La question qui se pose quand on est accompagnant d'une personne ou d'une femme qui présente un trouble de l'alcool, vous voyez, je préfère cette expression trouble avec l'alcool que alcoolique, parce que c'est encore une fois une réduction identitaire. Quand on est en présence avec quelqu'un qui souffre effectivement de cet accrochage, de cette dépendance, de cet assujettissement à l'objet alcool, qu'est-ce qu'il faut faire ? Michel Mongeau nous donnait une clé qui était, je trouve, très intéressante. Elle disait « Tout soin, s'il est dénué de jugement, est en soi thérapeutique ». Ça veut dire c'est la qualité du regard que l'on porte à quelqu'un qui arrive devant nous et qui ne dira pas sa honte. Mais c'est à nous, et je renvoie à des articles que j'ai pu écrire, en particulier avec mon ami Alain Rigaud, de Reims, sur faire l'avance de la parole et de la confiance. Ça veut dire quoi, faire l'avance de la parole ? Il faut le faire très prudemment, mais c'est très important de le faire, parce que ça permet de dégager justement cette expression de la honte. C'est de dire, écoutez madame, peut-être je me trompe, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a une émotion que je ressens, peut-être c'est faux, mais c'est comme de la honte. Est-ce que ça vous parle ? Et souvent, quand on dit ça, ça permet quelque chose, ça permet de libérer une parole, et ça c'est très important. Par ailleurs, quand la personne vous dit « j'ai honte », c'est pas la même chose que quand je suis envahi par la honte. Le fait d'être capable de dire « j'ai honte », il y a un jeu sujet qui voit la honte déjà avec un petit pas de côté. Déjà, il y a un travail qui peut se faire. Vous voyez cette différence ? Et puis, il n'y a pas qu'une honte. La honte, elle est plurielle, comme l'empathie est plurielle, comme la mémoire est plurielle. Donc, on ne peut pas faire comme ça un condensé de dire « c'est la honte ». C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que c'est un des mécanismes fondamentaux qui rend compte effectivement de l'alcool. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, parce qu'il y a eu de la violence. Alors il y a de la violence manifeste parfois, mais parfois il y a autre chose qui apparaît, c'est la négligence affective. Et il y a une chose dont il faut toujours être prudent quand vous arrivez dans une relation thérapeutique. Il y a deux choses qui planent, si j'ose dire, derrière nous. On devrait y penser tout le temps. Un, c'est l'abandon. Deux, la maltraitance. Et la première chose à soigner, c'est l'abandon. Ça veut dire créer tout de suite le climat qui permet l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique dont on sait que c'est le facteur le plus robuste du soin et ce qui est le plus prédictif. Mais pour créer l'alliance thérapeutique, ça ne veut pas dire que c'est un fleuve tranquille, hein, l'alliance thérapeutique. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable de dire à la personne « Madame, je vais faire le maximum pour vous aider, mais j'ai besoin que vous m'aidez à vous aider. » Autrement dit, rechercher tout de suite comment tisser la coopération. Encore une fois, l'alcool, ce qu'on appelle la maladie alcoolique, entre guillemets, c'est une maladie de la relation. La maladie de la relation, elle se soigne par la relation.
voyez, je vais vous parler de la honte, par exemple. La honte, et j'ai eu l'occasion de travailler, enfin, faire un petit topo avec mon ami Serge Tisseron ce week-end dernier, dans un autre cinéma d'ailleurs. Et on parlait de la honte. Et je disais, il écrit ça d'ailleurs, Serge Tisseron, magnifiquement. Il dit, la honte est une tueuse d'émotions. Entendez bien ça. La honte est une tueuse d'émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la honte, c'est comme un trou noir. La honte, elle englobe tout. Elle englobe tout et en même temps, c'est un trou noir qui aspire tout. C'est-à-dire que la vie n'est plus possible. On se sent plus vivant quand on est effectivement enfermé dans la honte. Hein. Relisez Le Petit Prince, hein, c'est ce qui est dit, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Tueuse d'émotions, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tueuse d'émotions? Ça veut dire qu'il y a d'autres émotions qui étaient là derrière et qu'on ne voyait pas, qui étaient par exemple la colère, qui était l'ennui, qui était enfin, la tristesse. Et que d'une certaine manière, moi je me rappelle, ma grand-mère avait ça, elle avait, pour repriser les chaussettes, hein, ça se fait plus non plus, s'il y en a quelqu'un qui reprise encore des chaussettes, levez le doigt. Mais enfin, je ne suis pas convaincu que ça existe beaucoup. Eh bien, elle utilisait un œuf en bois. Et elle mettait l'œuf en bois dans la chaussette à repriser, et on tissait autour, on mettait des fils pour recréer, pour repriser. Oui. Au fond, notre travail thérapeutique, c'est faire du lien, c'est retisser quelque chose. Et c'est pour ça que je m'intéresse autant, par exemple, à la thérapie narrative. Donc, vous voyez, dans cette image, dans cette stigmatisation, la première chose, je crois, c'est d'avoir bien en tête que s'abstenir de tout jugement, quoi, d'une certaine manière. Vous savez, les patients et les patientes repèrent très vite quand on est conforme au rejet social habituel, hein, du genre la personne qui arrive dans un service, ah, encore elle. Vous voyez, enfin, le genre un peu implicite comme ça, que la personne sent parfaitement. Hein. Et puis accepter de... Voilà, ça aussi, c'est un de mes vieux refrains, de ne pas dire « je vous comprends ». Oubliez ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? J'ai pris cette leçon, c'est un patient qui me l'a donnée. Hein. Un jour, je lui ai dit « je vous comprends ». Il me racontait une histoire qui était quand même... Il était un peu logoréique, à mon avis un peu alcoolisé quand il est venu à la consultation. Mais il me dit... il me raconte une histoire qui me touche. Je lui dis ah ben, « je vous comprends, Marc ». Puis il me regarde très sévèrement, il me dit « qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Vous buvez, vous ?» Bon, d'accord. Vous voyez, le mot « comprendre » qui dit « je cherche à tenir avec moi », c'est-à-dire ce mouvement de comprendre. Et regardez en même temps comment les mots sculptent notre cerveau ou façonnent notre cerveau. Le même mot « comprendre » dans une langue allemande ou anglaise, c'est pas le même sens. Ou du moins, c'est pas la même posture. Je devrais dire plutôt ça. Comprendre, je vous ai compris, hein, on a eu un général qu'on a tous connu, Française, Français, je vous ai compris. Il y en a un autre qui l'a dit il n'y a pas longtemps, mais c'était pas pareil. L'idée, c'est que quand on est parti du terme comprendre, on passe après, par exemple en allemand, à verstehen, comprendre. Verstehen, je me tiens debout à côté. C'est ça notre rôle d'accompagnant. C'est juste là, je suis là à côté. Et parfois dans la seule présence. Qualité et quantité de présence, vraie présence. Ça, c'est compliqué. Hein. Carl Rogers, à la fin de sa vie, de sa carrière, je devrais dire plutôt à la fin de sa carrière, disait « si je devais ajouter à accueil inconditionnel, congruence et apathie, un mot qui englobe tout, une quatrième catégorie, ce serait le mot présence. Ben, pas si simple d'être vraiment présent. Et vous voyez, ça, c'est en allemand. Verstehen, se tenir debout à côté. Vous le prenez en anglais, c'est understand. Position basse. Vous voyez, on est loin de la verticalité, c'est moi qui sais, je sais ce qui est bon pour vous, je vais vous faire une ordonnance. Non, c'est pas ça, quoi. Et c'est ça la clé. La clé, à mon avis, c'est dans le tissage du lien, c'est ça. Et en particulier, on pourrait aborder maintenant la question qui est fondamentale. Et là, merci à Boris Cyrulnik de m'avoir permis d'entrer dans ce groupe il y a 25 ans maintenant, autour des questions de l'attachement et de la résilience. Et en particulier, on avait commencé par l'attachement, c'est-à-dire la théorie de John Bowlby, que je ne vais pas vous refaire là. Mais ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'un enfant qui a vécu un attachement insécure, c'est-à-dire où l'interaction précoce ne s'est pas faite, et c'est dans la première année, oui, les 1000 premiers jours aussi, si l'interaction n'a pas été bien étayée, si j'ose dire, suffisamment, pour apporter suffisamment une sécurité affective, eh bien, c'est quand même des candidats qui ont une vulnérabilité addictive d'une façon générale. Non seulement ils ont une vulnérabilité addictive, mais ils ont également parfois une incapacité à être seuls. Hein. Je vous renvoie
ou l'ouvrage je ne sais plus comment ça s'appelle La capacité à être seul, source des addictions. Comment? Non, non, il y a Winnicott, c'est La capacité à être seul. Merci Benoît. Non, c'est Catherine, bon, ça va me revenir. Mais vous pouvez le retrouver ça s'appelle L'incapacité à être seul. Et vous vous rappelez qui connaît le test du chamallow? Benoît, par exemple, t'aimes bien les chamallows? Non, il va me dire non. Je suis sûr qu'il va me dire non. Vous voyez, bon, voilà. Toi, Philippe, t'aimes bien les chamallows. Bon, alors, si le petit Philippe, à qui je propose un chamallow, je lui dis, Philippe, si tu veux un chamallow, tout de suite, pas de problème. Mais si tu es capable d'attendre 15 minutes, alors tu auras 2 chamallows. Qu'est-ce que tu préfères, Philippe? Et Philippe me dit, moi je le veux tout de suite. Ah, il a une vulnérabilité addictive. Ça, il y a eu pas mal d'études qui l'ont montré. C'est toujours critiquable, hein, ces études. Mais c'est intéressant quand même, cette difficulté d'être seul. Et le test du chamallow a été complété par un deuxième test fort intéressant. Pendant les 15 minutes où Philippe attend, on lui a pas donné ses chamallows, il attend les 2 chamallows. On lui donne un petit papier, une feuille de papier et des feutres. Et puis il va faire des dessins. Il va jouer avec ce papier et ses feutres. Et puis on lui dit... alors il se constate que les feutres, ils ne marchent pas, ils sont trop secs. Alors il appelle pour qu'on lui ramène des feutres. Alors il y a quelqu'un qui passe et lui dit on va te donner des nouveaux feutres. Et alors là, il y a deux cas de figure. La personne revient et donne des nouveaux feutres qui marchent, qui fonctionnent, et la personne ne vient pas. Ce qui est certain, c'est que là où la personne redéveloppe une confiance en elle, c'est quand la personne qui était soi-disant, enfin entre guillemets, la personne de confiance, vient. Vous voyez, c'est ça qui est important. Au fond, ça renvoie aussi à la théorie de l'attachement, c'est-à-dire la relation à l'autre, la relation à soi. Et c'est, effectivement, l'attachement est à l'origine de l'estime de soi. Alors, il y a un lien entre l'estime et la confiance, bien évidemment. Mais autant l'estime concerne nos valeurs propres, autant la confiance concerne mon action dans le monde. Pas la même chose. Moi, je peux avoir une relativement bonne estime de soi. Il ne faut pas avoir une très bonne estime de soi, mais une relativement bonne estime de soi. J'ai confiance dans ce que j'appellerais mes valeurs. Mais si vous me demandez d'aller chanter ce soir à l'opéra, je n'ai pas confiance du tout, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait, je dirais, le même monde. Et que ça a été bien démontré, c'est qu'un déficit de l'estime de soi, on le retrouve très souvent comme association causale, et c'est très souvent quelque chose qu'on entend dans la clinique. Donc après, c'est comment améliorer cette estime de soi. Comment, moi, je crée depuis 15 ans, maintenant 20 ans peut-être, un atelier, il y en a un ce soir, autour de estime de soi, confiance en soi. Donc c'est un atelier, d'abord, dans un premier temps, d'assertivité. Alors, j'aime pas le terme affirmation de soi, mais assertivité, ça veut dire voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, tout en vous respectant, tout en me respectant. Et on apprend à travers des jeux de rôle à resituer, à revivre effectivement, et l'importance du verbal, mais aussi du non-verbal, de l'infraverbal, joue un rôle très important. Donc on joue ça, c'est des petites scénettes, mais qui en 3 mois, même pas en 3 mois, améliorent considérablement les personnes et leur permet de justement doser, quoi. Et puis on a un autre point qui est corrélatif un peu de l'estime de soi, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Ce sentiment d'auto-efficacité qui avait bien été décrit par Albert Bandura, vous allez me dire c'est très proche de la confiance. Oui et non, parce que pour Albert Bandura, c'est vraiment dans une action et une optique bien déterminée. La confiance en soi, quelque chose d'un peu général. Là, on est dans quelque chose d'un peu particulier. Et c'est très important de pouvoir développer ce sentiment d'auto-efficacité. Et puis, ne nous y trompons pas, hein, le pouvoir des autres est souvent très important dans ce que l'on peut entendre, dans ce que les autres peuvent nous signifier, soit pour nous enfermer encore davantage dans notre mésestime de nous et notre honte, soit au contraire pour nous inviter, nous encourager à essayer de justement doser quelque chose. Et ça dépend de ce qu'on a appris, enfin ce que j'ai appris quand j'avais fait mon diplôme de thérapie cognitivo-comportementale, entre le locus interne et le locus externe. Vous avez des gens, si vous voulez, ils peuvent avoir n'importe quoi, ils ont un locus externe, de toute façon c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres, voilà, c'est le locus externe, c'est ailleurs. La cause, elle est ailleurs. Quand on est en locus interne, même si j'ai un accident alors que c'est moi qui ai fait une faute, je suis partie prenante de ça, même si c'est pas moi qui ai fait une faute, pardon.
Donc, quels sont les effets recherchés? Alors, c'est très long et je n'ai pas le temps de tout détailler là-dessus, quoi, dans les effets recherchés de la personne. Mais si vous voulez, on va se retrouver un peu comme, c'est pas très différent de l'homme, mais quand même, pour la plupart du temps, il y a un alcoolisme effectivement solitaire. C'est là où ça devient, mais Marguerite Duras le dit très bien, hein, le moment où je me suis mis à boire seul, après avoir été invité à boire avec des hommes qui m'ont un peu, je dirais, imprimé quelque chose. Là, les effets recherchés, c'est... si je prends l'homme, par exemple, et ça permet de mieux comprendre, chez les hommes, enfin, il y a 3 situations cliniques pour moi. La situation clinique, je veux être comme tout le monde. Ma peur, c'est d'être différent des autres. Je bois comme tout le monde, d'ailleurs je bois comme tout le monde, je m'arrête quand je veux. Enfin, on entend, c'est l'alcoolisme béquille, vous voyez. Sauf que la béquille, à un moment, elle fait mal, elle crée des cales sous les coudes, comme on dit. Ça, c'est je bois comme tout le monde. Et là, c'est, sur le plan psychopathologique, c'est un moi qui est fait de briques et de broc. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment structuré. Et même Michel Mongeau avait été parlé de presque de psychose, de noyau de psychose alcoolique. Bon, c'est toujours difficile d'être péremptoire là-dessus. La deuxième idée, c'est celle de l'alcoolisme plus névrotique. Non, mon problème, c'est pas, je ne cherche pas à être comme les autres. Ma question, c'est d'aller vers les autres. Donc on est dans quelque chose qui est plus du côté de l'anxiété sociale, la phobie sociale. Et boire un petit verre me donne le courage pour. Mais en même temps, il y a la prime de plaisir. Et puis, il y a le troisième cas qu'on retrouve souvent chez les jeunes, hein, c'est l'alcoolisme soupape. Hein, c'est-à-dire, moi, de toute façon, les autres, j'en ai rien à faire. Moi, je ne cherche ni à être comme les autres, ni aller vers les autres. Le monde m'emmerde. Donc, c'est l'alcoolisme soupape. Donc, c'est l'alcoolisme, je dirais, défonce. Hein, mécanisme de défonce. Oui, on peut parler comme ça. Et chez la femme, bien souvent, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça parce que ça touche à des racines profondes, tant au niveau de la maternité que de la féminité. Alors là, je rends un petit peu hommage à mon ami et collègue Laurent Carilla. J'ai toujours adoré sa chevelure d'ailleurs. Il fait du heavy metal, c'est un très très bon guitariste, mais ça lui va très très bien. Et c'est les fameux 5C de Laurent Carilla. C'est très clair. Si vous avez les 5C pendant une période d'1 an, pratiquement, vous êtes addict. Enfin, c'est presque un moyen assez simple de repérer l'addiction quand elle est installée. C'est-à-dire qu'il y a une perte de contrôle. Il y a une perte de contrôle avec une consommation qui est souvent du craving. C'est la fameuse figure d'hypsomaniaque de l'alcoolisme, avec effectivement des compulsions. Je ne peux pas faire autrement qu'eux, comme dirait un de mes patients, c'est plus fort que moi ou ça me le réclame. Ça, dans le Périgord, hein, j'ai entendu cette phrase, ça me le réclame, docteur. D'accord ? Et comme quoi, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. Je dis souvent cette phrase, également donnée par un patient. Docteur, levez le coude est encore la seule façon de ne pas baisser les bras. Oui, ça parle bien. Et après, c'est effectivement, on continue. Ça continue tout ça. Et quelles que soient les conséquences. Vous voyez, ça, c'est les 5 C de l'addiction. Et puis, un jour, j'ai écouté une conférence et j'ai lu son bouquin, L'alcoolisme au féminin. Et j'ai salué d'ailleurs Laurent Carilla, qui a fait d'ailleurs, je trouve, un très bon bouquin, peu psychanalytique. Hein, il ne se prétend pas du tout psychanalytique. Mais je trouve il pose les bonnes questions, quoi. Et vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est ça. Au fond, on se pose tous la question, pourquoi à un moment, moi je suis un peu workaholic, je ne sais pas, vous êtes peut-être chocolatomane, d'autres, enfin, on ne sait rien. Enfin, on a tous un peu nos petites addictions, comme on dit. D'ailleurs, comme dirait Éric Loomis de Toulouse, le cerveau est un drogué. Naturellement un drogué, quoi. On est un drogué, notre cerveau est un drogué parce qu'il y a ce que Loomis, qui est un chercheur en neurosciences, dit, on a un bruit de fond neurologique et on cherche à éteindre ce bruit de fond neurologique qui n'est pas très agréable. Et donc on va chercher quelque chose pour calmer un peu le jeu. Et si parmi vous, il y en a qui ont essayé la méditation, quand on commence la méditation, on dit pleine présence au début, c'est pas si agréable que ça. Vous voyez, parce qu'il y a ce bruit de fond neurologique. Bon, à un moment, si vous voulez, on a tous une relation, j'espère, au plaisir, au sens freudien, principe de déplaisir-plaisir, on a tous une relation au plaisir. Manger, boire, faire l'amour, enfin, on a tous une relation au plaisir. Donc il y a un curseur qui va dans et qui va nous donner, deuxième circuit, un circuit dit de récompense. Aire tegmental, ventral, antérieur, enfin bon, peu importe, vous savez tout ça. Mais après, quand j'ai appris que telle chose me faisait plaisir, mon cerveau l'enregistre, mon cerveau limbique l'enregistre,
ça rentre aussi dans la mémorisation de cet apprentissage. Donc si à un moment il y a une difficulté, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau va enregistrer bien sûr des événements positifs et des événements négatifs ou désagréables, voire douloureux. Mais force est de reconnaître que notre cerveau, au sens darwinien, ne retient essentiellement que le positif. Donc je vais avoir tendance à aller toujours rechercher ce qui m'a effectivement soulagé, créé du plaisir. Et ça mène à un troisième circuit qui est le circuit de la motivation. Vous êtes venu aujourd'hui, vous avez peut-être autre chose à faire. Il y avait peut-être la recherche d'un certain plaisir à entendre des choses. Et voilà, il y a à la fois le premier circuit qui fonctionne, la récompense, le circuit effectivement de la mémoire et de l'apprentissage, la motivation pour venir. Et puis, quand vous avez ces trois circuits qui sont en place, le contrôle inhibiteur, il fonctionne en général. Sauf que là, quand on était accroché par un produit ou un comportement, quel que soit le champ de l'addiction, il y a un moment, ces deux circuits ne fonctionnent plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire à une personne « faites un effort de volonté ». Ça n'a rien à voir avec la volonté, vous comprenez ? À un moment, c'est complètement décroché. Pour mieux, effectivement, prendre en compte et soigner, si j'ose dire, prendre soin, eh bien, il faut prendre en compte, effectivement, la métaphore de l'arbre de Laurent Carilla, que je trouve très parlante. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, toutes les branches de l'arbre, on comprend très bien. Hein. Ça peut être, tout peut être objet d'addiction, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et puis on voit bien que le tronc, c'est la croissance même de l'addiction, les branches, c'est les différentes addictions. On pourrait dire que les feuilles, c'est les signes cliniques ou ce qu'on va voir du champ de l'addiction. Mais vous voyez qu'en dessous, il va falloir aller questionner les racines. Et si on ne prend pas en compte les racines, ben, ce qu'on va faire n'a pas une redoutable efficacité, voire pas, et on a tendance à revenir un petit peu à des choses... voilà. Alors vous voyez, une petite vignette clinique. L'alcool m'a longtemps aidé à donner le change. Il est arrivé tard quand je me suis retrouvé seul. Il y avait le cadre dynamique qui assurait sa journée, exposé au regard, et la femme du soir, confrontée au silence et au vide. Je jouais aux échecs par ordinateur interposé. Je remplissais et vidais mes verres de whisky jusqu'à tard dans la nuit. Et la même journée recommençait pour la même nuit. Un matin, j'ai manqué me casser une jambe en posant le pied sur Johnny Walker. J'ai consulté en suivant. Oui. Donc, on voit bien aujourd'hui que c'est vrai que la femme, elle est prise aussi dans ce que j'appellerais une deuxième journée de travail, hein, souvent. Hein, et qu'encore une fois, il y a souvent, je dirais, une surcharge mentale. Donc, la question du féminin a été abordée de façon très intéressante par Luca, qui est psychanalyste, où il disait que très souvent, il y a cette perte du désir. Hein, il y avait quelque chose qui était abîmé dans l'ordre du désir par les blessures personnelles de l'enfance, par le trouble de l'attachement, par éventuellement une violence physique ou sexuelle, et que très souvent, elle appuyait finalement de façon un peu vulgaire, dit Luca, sa féminité, avec un rouge à lèvres très appuyé, etc. Et que pour lui, c'était symptomatique de cette féminité blessée. Et puis, de façon plus détaillée, ou je dirais plus étonnante même, abordée par mon ami Gérard Haddad, la question du féminin, de la féminité dans l'alcoolisme. C'est que lui, il dit, mais il y a un problème majeur, que ce soit chez l'homme ou la femme, par rapport à cette notion d'alcool, c'est la notion qu'il appelle de pas-maternité. C'est-à-dire, pour la reproduction de l'espèce, c'est la question d'être père, la question d'être mère est une question fondamentale, et ce n'est pas symétrique entre le père et la mère, comme l'Oedipe n'est pas symétrique entre le père et la mère, puisque pour la mère, la castration est précoce avec la rupture, enfin la séparation avec la mère, alors que dans l'Oedipe chez l'homme, eh bien c'est à la fin qu'il y aura la castration. Donc il dit, et je vous invite à lire ce bouquin, hein, qui est vraiment très bien écrit, même souvent les lacaniens sont un peu hermétiques à la première lecture, mais Gérard Haddad écrit de façon très, très lisible, et il dit finalement qu'un père qui rentre dans une alcoolodépendance, c'est un père qui n'assume pas sa paternité. Et comme il n'assume pas sa paternité, dans la descendance, il y aura la fameuse expression de Guy Corneau, père manquant, fils manqué. Enfin, vous voyez, enfin, on a une espèce de suite générationnelle. Et qu'il dit que très souvent, dans l'alcoolisme au féminin, il prend 4 vignettes cliniques, enfin 4 observations, il dit qu'il y a vraiment une maternité qui a été blessée, ou un désir maternel qui a été blessé, soit par avortement sollicité par le mari, par violence sexuelle, etc.
Donc c'est, je crois, une approche intéressante qui, encore une fois, ne résume pas tout. Évitons la causalité linéaire. Il y a aussi la question de l'identification maternelle chez la femme alcoolique, je donnerai un exemple tout à l'heure, où le toxique servirait à la fille en substance à tenter de se désaddicter de sa mère. Et puis il y a la fameuse emprise maternelle. On a entendu un peu, vaguement, Marguerite Duras, mais si vous lisez Marguerite Duras, vous comprenez. L'emprise maternelle chez la femme alcoolique est donc une dénégation de toute altérité. Il ne veut plus travailler. Voilà. Vous voyez ce que dit Blandine Farreau-Crête, l'alcool peut être compris comme un objet transitionnel qui vient se loger dans les interstices des manques maternels, permettant alors d'amorcer un détachement vis-à-vis de cette figure toute puissante. Ça mériterait vraiment en soi seul déjà un développement plus important. Regardez, écoutez cette vignette. Je bois parce que je suis mère et que je ne suis pas sorti de l'enfance parce que je n'ai pas réussi à m'éloigner d'une mère qui m'a vampirisé, qui a fait de moi sa garde-malade, la consolatrice de sa vérité. Je n'ai pas accouché de ma mère. Elle est forte, cette phrase. Ou encore, je bois parce que je suis différente, parce que je ne trouve pas ma place. En même temps, si je m'intègre, je trahis ma culture. Je bois parce que je n'ai pas envie de perdre mon identité et parce qu'elle est devenue insupportable. J'en ai assez de cette religion carcan, on voit très bien de quoi elle veut parler, de la dictature des mâles gouvernés par leur mère. Je bois parce que la sexualité et leur conception du couple ne me conviennent pas. Je bois, j'ai bu, parce que les garçons que je côtoie sont des attardés, des flagorneurs, instables et incultes. Et puis, bien sûr qu'il faudra aborder la question, encore une fois, systémique de la famille. Au même titre que chez l'homme, il y a les malades du boire et les malades du voir boire. Et en général, quand quelqu'un boit et est accroché dans l'alcoolodépendance, il y a 6 ou 7 personnes qui souffrent autour. Et là, souvent, c'est une question qui m'est posée. Je ne sais pas si mes collègues répondront différemment de moi. Mais souvent, je leur dis, quand on me dit « mais comment je peux faire pour aider mon conjoint, ma conjointe, etc. » Je leur dis « écoutez, le meilleur moyen d'aider votre conjoint, c'est que vous acceptiez que vous ne puissiez pas l'aider. Parce que vous n'êtes pas la mieux placée pour l'aider. Sinon, vous allez faire vraiment une souffrance compassionnelle et vous allez être vraiment dans le malade du voir-boire. » Cette autre vignette clinique, vous voyez, j'ai bu parce que j'ai été abusé, mes parents étaient occupés, ils n'ont rien vu, longtemps ils ne m'ont pas cru, important ça au début, et quand ils ont admis, ils ont tourné la page. Et ce salaud, lui, il continue à tourner autour d'eux, au mariage et aux enterrements, à jouer sa respectabilité. Et je me suis tu, on pourrait dire presque tué, aussi pour ne pas détruire ma famille, sa famille, pour ne pas faire du mal à ses filles, qui étaient des sœurs pour moi. Vous voyez comment on est parfois prisonnier, piégé par des représentations. Bon, je vais aller vite là-dessus, sur le déni à l'acceptation. Vous voyez qu'il y a plein de manières, finalement, de se débrouiller pour ne pas aborder frontalement les choses. Ça va du renforcement du déni à la minimisation, au blâme, à la diversion. Parfois, on se débrouille pour faire en sorte que, ou on va intellectualiser, on va raconter des fables. Enfin, bon. Tout ça, c'est effectivement très difficile. Je sais plus, il me reste combien de temps? 5 minutes? 4 minutes? 3, 2, bon, c'est bon, d'accord. Bon, je voulais vous raconter une petite histoire, vous ne l'aurez pas. Alors, du déni à la prise de conscience, vous voyez, ça c'est intéressant, c'est-à-dire, encore une fois, le déni est un mécanisme très coûteux. On a tous des moments de déni. Alors, le déni n'est pas la dénégation. La dénégation, c'est déjà, j'ai conscience d'eux, mais je continue de faire pareil. Enfin, voilà. Donc, on peut dire que c'est le stade de précontemplation. Et puis après, on a l'étape d'ambivalence. Je veux bien, mais, enfin, vous voyez, on est dans ce que les Grecs appelaient la crasie. Je fais le contraire de ce que je voudrais faire et ce qui est bon pour moi, quoi. Jusqu'à l'étape de la motivation, certes. Et puis, après, il y a la véritable reconnaissance de sa non-alcoolodépendance. Alors, que peuvent attendre ces femmes d'une relation thérapeutique? Question bien vaste. Question bien vaste. Moi, je pense que ce qu'elles peuvent attendre, c'est qu'on soit, je dirais, présent au rendez-vous, qu'on soit capable de, je dirais comme Dolto d'ailleurs, de n'y rien comprendre au moins au départ, de ne pas trop parler, mais d'abord d'informer avant de questionner. Comme disait Baline, questionnez, vous n'aurez que des réponses à peine plus. Et de laisser le récit se faire. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose s'engage dans le tissage du lien. Encore une fois, je suis convaincu,
Je ne crache pas sur la pharmacologie qui peut être aidante. Mais enfin, pour moi, ce n'est pas le socle et ce n'est pas le centre du soin thérapeutique avec une personne alcoolodépendante. Je crois qu'il y a cette reconnaissance-là et on peut être très notablement aidé, je vais abréger un peu mon discours, mais très notablement aidé par les patients experts qui finalement ont justement ce savoir expérientiel. Moi, je les appellerais volontiers des tuteurs de résilience parce qu'il y a souvent une dimension traumatique. Ce sont de véritables personnes ressources et le fait de créer ce climat, je dirais, presque décisionnel parfois ou renforçant la motivation, ben, je crois que c'est d'autres voies, d'autres expériences qui sont extrêmement enrichissantes et je remercie en particulier Micheline Clodon qui a largement contribué à l'émergence de ces patients experts sur Paris. Je remercie Ariane Pommery qui a fait un énorme travail et, autour de cette question-là. Je pense que ça se diffuse et pas seulement en alcoolologie maintenant. Et je ne saurais effectivement terminer sans souligner là, voilà, ce travail magnifique de Camilla Galipia, fille d'alcoolo. Je trouve, elle va nous en parler, mais moi j'étais très touché par ce livre. Alors c'est marrant, j'ai eu un premier réflexe qui était, tout est en noir et blanc. Mais c'est ce qui se passe avec les alcoolos, hein. C'est blanc ou c'est noir, quoi. Alors je me suis dit peut-être que c'est par une économie en termes typographiques, etc., d'imprimerie, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a quelque chose de sobre, d'assez, à la fois assez grave, et en même temps, il y a des moments d'une légèreté, d'une délicatesse, voire d'humour qui est présente. Les bulles, comme on dit, en bande dessinée sont tout à fait remarquables. Et je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Donc, petite incise personnelle pour une publicité pour mes bouquins, parus récemment. Sortir de l'addiction avec le grand philosophe François Julien, qui est sinologue. Là, on a passé un excellent moment où j'ai appris, où j'ai compris avec la pensée de François Julien qu'il fallait, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder pour nous, quoi, éviter que l'explicatif ne recouvre l'exploratoire. Est-ce que c'est clair cette phrase ? Parce que souvent on donne des explications, mais on n'est pas dans l'exploration. Il y a quand même une différence entre la connaissance et la sagesse, je vous le dis simplement, hein. La connaissance, c'est que vous savez par exemple qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas mettre une tomate dans une salade de fruits. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même une différence, hein. Et puis, donc, il y a le grand livre de l'hypnothérapie qui est paru chez Duno sous la direction d'Evelyne Josse, où là, j'ai fait en particulier 2 articles autour des addictions et de l'alcool avec mon ami Pascal Vesproumis. Les représentations de l'alcoolique avec Gomez et Micheline Clodon dont a parlé Martine. Et puis, il y a un ouvrage qui vient de sortir où je fais partie du LACT, c'est-à-dire l'école de Palo Alto Paris, sur la thérapie brève systémique et stratégique, où on parle beaucoup effectivement d'addiction et d'alcool. Et voilà ma dernière diapo. Merci de votre attention.